Soyons attachés à notre fondation, dont nous pouvons à juste titre, ainsi que vient de le souligner Joël, être fiers. Et soutenons-la, car c'est elle qui constitue une aide précieuse dans nos actions, dans nos clubs. Un des grands défis du Rotary et de la Fondation, Joël vient d'y faire allusion, est l'éradication définitive de la polio du monde. Souvenez-vous, la campagne We Are Disclosed, il y a quelques années. Notre organisation a lancé une campagne il y a plus de 30 ans. Et grâce à un partenariat solide avec la Fondation Gates et d'autres grands sponsors et partenaires, nous y sommes presque. Joël a évoqué le terme de 3 ans, c'est à peu près ce qu'il faut pour déclarer complètement la polio éliminée après les derniers cas. Dominique Brook, du club de Silly Roots and Hope, a participé à une campagne de vaccination et il connaît bien le sujet. Il nous présente maintenant son propos sur l'éradication de la polio et il nous présentera une vidéo très parlante. Dominique, je ne te vois pas. Ah oui, quand même. Merci Walter. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et l'opportunité de partager cette expérience parce que je peux vous dire que c'est une véritable expérience. Aussi, merci pour l'intention que vous porterez à ce partage d'expérience. Lorsque j'ai rejoint le Rotary en 2014, je ne m'imaginais pas que 3 ans plus tard, j'allais vacciner des enfants dans un bidonville de New Delhi. Cette première expérience m'a surtout fait découvrir que la polio, c'est d'abord polio plus. C'est bien plus que de la vaccination. Ensuite, cela donne aussi toute une autre dimension au Rotary, parce que lorsqu'on se retrouve dans un pays comme l'Inde, qui vaccine plus de 180 millions d'enfants en une semaine, et que vous êtes entouré, quand vous arrivez, petit Belge, nous étions une trentaine, et d'ailleurs, un ami de Jodogne, je ne te vois pas, vous le retrouverez également dans le film, lorsque vous vous retrouvez avec 150 Rotariens coréens, avec des Japonais, des Américains, des Canadiens, des Français, cela donne toute une dimension de ce qu'est véritablement ce programme polio et le Rotary. Mais avant de lancer le film, je voulais partager avec vous une petite réflexion. C'est vrai que vous entendez depuis près de 40 ans maintenant parler de polio et qu'au sein de nos propres clubs, il y a parfois aussi des doutes, d'autant qu'ils sont d'ailleurs relayés par la presse. Je vous ne ferai pas l'historique de la polio, vous la connaissez tous. Juste une petite erreur, si vous voulez bien m'excuser, en 2023, il y a bien un cas de polio, c'est pas en Afghanistan, c'est au Pakistan. Mais on voit encore des sources, voilà. On voit encore des sources de virus sauvages qui circulent en Afghanistan. Par contre, il faut se rendre compte aujourd'hui que s'il existe encore un cas de polio de virus sauvage, c'est pour celui qu'on a tous été vaccinés dans nos pays occidentaux. On vaccine aujourd'hui 400 millions d'enfants par an dans près de 50 pays, dont l'Ukraine, et ce ne sont pas que des pays en voie de développement, en voie de sous-développement, c'est également à Londres, dans le comté de New York, ce qui représente pour un ensemble d'organisations, dont le Rotary International, qui contribue à 150 millions de dollars, un budget estimé de 2,5 milliards de dollars qui est encore nécessaire pour pouvoir éradiquer dans les 3 ans la polio. Bien entendu, ce sont beaucoup d'organisations internationales et des gouvernements qui cofinancent ce fameux programme. Alors pourquoi c'est si compliqué? C'est vrai qu'il y a un cas de polio sauvage
au Pakistan aujourd'hui. Mais le vaccin oral que l'on administre, et qui est une bonne solution, parce qu'il permet d'atteindre rapidement et dans des régions très reculées, et donc de faciliter la vaccination. Lorsqu'on administre le vaccin oral que vous découvrez dans le film, ce vaccin, quand il ressort de l'organisme, il se met à muter. Et donc ces mutations de virus, nous les retrouvons aujourd'hui, non pas seulement en Afghanistan ou au Pakistan, mais dans de nombreuses régions d'Afrique, encore plus récemment au Burundi et au Congo principalement, mais également dans d'autres régions du monde, en Amérique du Sud par exemple. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le professeur Van Damme de l'Université d'Anvers a mis un vaccin au point qui pourrait permettre de vacciner contre ces mutations de virus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Londres et à New York? Eh bien, on connaît tous à quelle vitesse un virus peut circuler. Il faut savoir aujourd'hui que quand un enfant est atteint de polio, il y a 200 enfants autour de lui qui portent le virus et qui se mettent à recontaminer. Et ce qui s'est passé, c'est que cette mutation de virus qui est partie du Pakistan, elle a transité par Israël, elle a transité, on l'a retrouvée dans les égouts de Londres, ce qui a finalement déclenché un cas de polio dans le comté de New York. Et donc pourquoi est-ce qu'on vaccine 400 millions d'enfants? Eh bien c'est quand il y a chaque fois, je dirais, une alerte au feu, eh bien les pompiers vaccinateurs arrivent pour pouvoir éteindre l'incendie. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais je ne vous parlerai pas aujourd'hui de polio sous l'angle médical, parce que je ne suis pas médecin. Mon métier, c'est d'être réducteur d'angoisse. Je suis banquier privé, et quand des banques font faillite, eh bien, à ce moment-là, il y en a quelques-unes aux États-Unis pour le moment. Heureusement, l'argent de la fondation, et je l'ai lu, est bien géré. Mais quand des banques font faillite, eh bien, ça provoque des angoisses chez mes clients. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, et ça a été le cas avec le Covid, les réticences à la vaccination ont tout le temps existé. Et je vous partage cet extrait de l'aide philosophique de Voltaire. Les Français tiennent les Anglais pour des fous, car en vaccinant, il s'agit de communiquer une maladie certaine et affreuse en vue de prévenir le mal. Et les Anglais disent que ce sont les autres Européens, principalement les Français, qui étaient visés à l'époque, qui sont des lâches et des dénaturés. En fait, on est peut-être exactement dans la même situation aujourd'hui. Tous les jeunes parents, que ce soit dans nos clubs ou à l'extérieur, est-ce qu'ils savent encore aujourd'hui ce que c'est la polio? Et je suis convaincu qu'on a tout un travail d'éducation également à ce niveau à faire, d'autant que les antivax, comme vous le voyez, ont toujours existé. Et les antivax, on peut les retrouver pour différentes raisons. Ici, vous avez un extrait d'une étude qui a été faite par une école londonienne et qui montre en fait qu'environ 15% des antivax le font pour des raisons philosophiques. Et ça, il faut en tenir compte et à la fois le respecter également. Mais il y a des solutions. Ensuite, il y a toujours une instrumentalisation politique de la vaccination. Alors pourquoi c'est si compliqué au Pakistan, puisqu'il y a quand même près de 70 vaccinateurs qui ont été assassinés ces dernières années? C'est un petit détail dans l'histoire, on en parle beaucoup, pas beaucoup, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la communauté musulmane, il y a, et principalement au Pakistan, des mollahs spécialisés dans des campagnes anti-vaccination. En fait, ce qui s'est passé, vous vous rappelez tous, des images télévisées lorsque les forces spéciales américaines sont arrivées au Pakistan et ont pu localiser la fameuse villa. Mais il fallait avoir la certitude que Ben Laden se trouvait bien dans cette fameuse villa. Eh bien, la CIA a envoyé une fausse équipe de vaccination pour aller prélever l'ADN, et c'est ainsi qu'ils ont pu donner un peu plus de certitude à la probabilité que Ben Laden se trouve là. Et donc, voilà, c'est un détail de l'histoire, mais qui est naturellement relié dans certaines communautés religieuses. Par contre, il y a des beaux exemples également. C'est celui du Nigeria, par exemple,
où en 2003, il a fallu convaincre les communautés musulmanes que la vaccination, ce n'est pas une arme des pays occidentaux pour stériliser la population. Très étonnamment, on a retrouvé les mêmes arguments lors de la vaccination du Covid, par exemple. Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est aussi, je dirais, un très bel exemple. On a emmené ces pouvoirs politiques et religieux dans un autre pays musulman où l'éradication a pu être résolue efficacement, et c'est ainsi qu'on a pu convaincre les pouvoirs politiques et religieux du programme de vaccination. Alors l'URSS, je vous ai est plutôt un bon exemple en matière de vaccination, où vous voyez une affiche où la maladie est représentée par la mort, et on met en avant les vaccinateurs et le personnel médical. L'autre affiche que vous voyez, qui est beaucoup plus ancienne, elle remonte au début du XVIIIe, et c'est tout à fait le même symbole, mais là, la mort représente la vaccination. C'était les anti-vax en Angleterre qui avaient mené une campagne avec la fameuse Vaccination Act pour lutter contre la vaccination. Les USA, on a de beaux exemples. Le fait que Roosevelt ait eu la polio a certainement contribué à mener cette fameuse campagne qui aujourd'hui touche bientôt à sa fin. Par contre, en 2002, Bush avait lancé un énorme programme de vaccination du personnel médical qui fut un échec. Donc d'abord, il n'y a pas eu de guerre bactériologique, heureusement. Mais en fait, pourquoi ce fut un échec? C'est parce que la sécurité sociale américaine ne permet pas d'être indemnisé lorsque vous êtes malade après une vaccination. Et donc cette campagne fut un véritable échec. En fait, ce que Voltaire disait, et encore on l'a vu lors du Covid, c'est toute la différence entre le droit individuel et le droit collectif. Mais j'ai repris un extrait de lettre de Catherine II de Russie, et je vous la laisse découvrir. On m'a conseillé de vacciner mon fils contre la variole, et elle écrivait cette lettre à Marie-Antoinette. On est quand même quelques dizaines d'années après les programmes de vaccination en Angleterre. Et maintenant, je vous invite à remplacer le mot variole par polio. Cette phrase est extraordinaire. Elle date d'il y a plus de 250 ans. Et je vous invite à remplacer variole par polio et vacciner mon fils par verset. Je vous laisse faire l'exercice. Donc Marie-Antoinette et Catherine II seront vaccinées en 1768, et c'est seulement 10 ans plus tard, à la cour de France, que le roi de France, Louis XVI, sera vacciné contre la variole. Vous en retrouverez un extrait de son bulletin de santé. Naturellement, il mourra d'un tout autre mal, comme vous le savez tous. Les scandales sanitaires qui est du pain béni pour les antivax ont toujours existé. Que ce soit en 1929, à Lübeck, en Allemagne, où le vaccin de la tuberculose, qui était à l'époque fabriqué par un laboratoire français, a provoqué la mort de 72 personnes. Et Hitler était un très grand opposant à la vaccination. En 1955, l'incident du laboratoire Cutter contre la polio a provoqué 40 000 cas. Heureusement, ça n'a pas porté à conséquence contre le programme de vaccination. Mais encore très récemment, en 2011, aujourd'hui, des procès sont en cours en France et dans d'autres pays européens, principalement scandinaves, contre le vaccin de la grippe H1N1 qui a provoqué des effets secondaires chez un nombre important d'adolescents. Mais je vous invite à lire cet extrait de rapport de l'OMS que j'ai retrouvé. Et c'est le président de l'OMS qui l'écrit. Lorsque le Rotary International lança en 1985 une croisade qui devait durer 20 ans, les milieux de santé publique doutèrent de son engagement.
Alors je crois que quand on est si près du but, ce serait dommage d'abandonner. Mais surtout, polio, c'est bien plus. Après ce premier voyage, je me suis rendu compte, et ce qui m'a donné envie de partir une deuxième fois, puis une troisième fois, que ce grand polio, c'est bien plus que de la vaccination. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, je rejoins le comité interpays Belgique-Inde. Je crois que Peter Ball, d'ailleurs, est présent dans la salle, et Nathalie aussi. Et donc, ces programmes de vaccination, ça remplace tous les satellites, ça remplace tous les drones, ça remplace tous les chats GPT du monde. Parce que quand vous vaccinez 400 millions d'enfants, ce sont 800 millions de yeux qu'ils observent. Et là, vous avez l'opportunité d'ouvrir les yeux et d'agir, ou de fermer les yeux. Et donc, polio, c'est aussi des dimanches de cessez-le-feu, parce que les troupes rebelles du Salvador et les troupes gouvernementales avaient un intérêt commun pendant cette guerre, c'était protéger leurs propres enfants. Ce fut également le cas au Liban, au Soudan, aux Philippines, et rêvons peut-être un peu, peut-être en Ukraine. C'est aussi le soutien, par exemple, à la délégation belge d'une école à New Delhi, dans le bidonville de Shadipur, où on veut extraire les enfants des bidonvilles pour leur donner un avenir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des professeurs de cette école qui étaient eux-mêmes des enfants du bidonville. C'est le soutien par la délégation belge pour le docteur Mathieu Varghese, que vous allez voir dans le film, qui est d'abord un spécialiste orthopédique pour la polio, mais aussi qui a démarré un programme d'enfants pieds-beaux à New Delhi. C'est l'apport par la délégation belge de produits d'hygiène distribués dans des campagnes de vaccination. Ce que fait également l'OMS. Mais c'est également des programmes de formation à un métier pour des personnes atteintes de polio. Mais surtout, la polio, et c'est aussi un de nos axes stratégiques, c'est la lutte contre la pauvreté. Et cette pauvreté, ce n'est pas qu'en Inde. Le prix Nobel 2014, Sadyarthi, disait récemment encore dans un article qu'il y a près de 200 millions d'enfants esclaves, également en Europe. Il faut savoir aujourd'hui, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Inde, le trafic d'organes à rein, ça vaut 500 € et est revendu jusqu'à 60 000 €, que ce soit en Inde ou que ce soit en Iran. La pauvreté, c'est aussi des enfants promis à un homme âgé lorsqu'il aura 10 ans ou 12 ans et qui est vendu pour environ 500 €. Alors, comment vous pouvez y contribuer? Eh bien, vous pouvez faire deux actions. D'abord, c'est une action sur l'environnement. Il y a cette belle opération qui n'est pas toujours évidente, je le conçois. Notre club participe également, mais il y a moyen de le résoudre, il y a des solutions. C'est de collecter les cartouches. Mais ce que nous faisons dans notre club, on a mis dans mon grenier quelques boîtes, nous les trions. Les cartouches ont des valeurs qui vont de 10 centimes à 2 €, et quand une boîte est pleine, on envoie. Et donc c'est devenu une action permanente dans notre club, et je suis content que chacun continue à se mobiliser, et on discute avec des entreprises pour participer. J'en arrive à la fin de ma présentation. Je vous invite à attacher vos ceintures. Nous décollons pour New Delhi.